Jean-Gabriel Ganassia, je suis professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6. Et puis en plus, je suis président du comité d'éthique du CNRS. Jean-Gabriel Ganassia, vous dites que nous vivons un virage anthropologique, un changement de civilisation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que avec le numérique aujourd'hui, avec l'Internet, les frontières n'ont plus la même signification qu'auparavant. Et donc l'axiome fondamental des sociétés démocratiques, qui était la coextension du territoire et de l'État, cet axiome lui-même est mis en défaut, puisque nos territoires sont traversés de toutes parts par des influences extérieures. Alors ce n'est pas dramatique en tant que tel, mais ça peut avoir des conséquences actuelles majeures, et je crois que c'est pour ça qu'il convient d'essayer de bien comprendre quelles sont les évolutions, en particulier quels sont les nouveaux appareils de philosophie politique, les appareils conceptuels qui seront nécessaires pour appréhender ce que va devenir la politique dans le futur. Alors, le thème de votre livre, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup depuis quelques années. Il se pose souvent la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette question des données et puis du tracking des données? Alors, l'intelligence artificielle, il faut bien dire d'abord que c'est une discipline scientifique qui a pour objet de mieux comprendre notre intelligence. Depuis quelques années, ça fait 6-7 ans, que nous avons des technologies particulières d'intelligence artificielle qui sont des technologies dites d'apprentissage. Ce sont des technologies anciennes, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels, qui, grâce à la puissance des machines, sont capables de tirer parti d'immenses quantités de connaissances, plus exactement d'informations, pour prendre des décisions, pour anticiper sur la base de ce qui s'est produit dans le passé. Alors ça pose un certain nombre de questions qui sont liées aux données elles-mêmes, à la possession des données elles-mêmes, au caractère personnel de ces données qui font qu'on peut arriver à nous retrouver, et puis ensuite au processus de prise de décision qui sont pris à partir de ces systèmes. Car il se peut que certains éléments de description qui sont utilisés dans cette prise de décision posent des problèmes fondamentaux. Alors, je vais donner un exemple simple. Vous avez des assureurs qui ont essayé d'établir les primes d'assurance automobile à partir du comportement individuel des conducteurs. Donc si c'était ça, nous serions d'accord pour que l'on ne paye pas pour les mauvais conducteurs. Le problème, c'est qu'un très bon indicateur qui a été utilisé et de façon plutôt opaque, c'est le code postal. Et effectivement, statistiquement, c'est certainement un très bon prédicteur. C'est un prédicteur à la fois du risque d'accident, mais c'est aussi un autre prédicteur qui est peut-être encore plus important sur les assurances, qui est le prédicteur du fait que les gens n'auront pas la capacité de changer d'assurance. C'est-à-dire que c'est un prédicteur discriminatoire qui n'est pas lié au comportement individuel, mais qui est lié à une catégorie de population. Et donc, je crois que l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est arriver à mettre à jour ce type d'éléments qui sont cachés et que l'on en prenne conscience et qu'on soit en mesure, dans des cas de figure comme celui-là, de rectifier les prises de décision. Intégrer l'intelligence artificielle à notre société, est-ce que ce n'est pas craindre, comme certains le pensent, Luc Ferry par exemple, cette semaine, la destruction totale de milliers d'emplois parce que tout sera automatisé, piloté? Vous y croyez à ça, ces destructions, à ces aspects négatifs? Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que l'automatisation du travail conduit naturellement à une destruction des emplois? C'est une question ouverte. Nous savons dans l'histoire qu'à chaque changement de technologie, il y a eu un certain nombre d'emplois qui ont disparu. Est-ce que tout le travail va disparaître avec l'intelligence artificielle? Alors, je crois que là-dessus, il y a un certain nombre de questions qu'il faudrait préciser. Alors, j'ai l'habitude, pour aborder cette question, de reprendre des catégories qui ont été introduites par Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, où elle distingue dans les activités humaines 3 plans. Elle distingue ce qui est de l'ordre du labeur, c'est-à-dire l'activité qui est nécessaire à la subsistance humaine. Le deuxième plan, c'est l'œuvre, c'est ce qui va correspondre à l'activité de l'artisan ou de l'artiste, c'est la réalisation de soi-même à travers son activité manuelle ou intellectuelle. Et puis le troisième plan, c'est le plan de l'action politique. Alors, ce que permettent les technologies de l'information, c'est d'automatiser les tâches routinières, c'est-à-dire ce qui correspond à un travail. Et donc effectivement, on peut penser au labeur, on peut penser qu'il y a des
transformations majeures du labeur dans les années qui vont venir. Mais ces transformations ne sont pas nécessairement dramatiques, hein, les travaux pénibles qui seront remplacés par une autre activité, et une activité qui reviendra certainement plus à ce qu'on appelle l'œuvre, c'est-à-dire qui demandera un certain nombre de compétences. Simplement, il faut que les sociétés se préparent à ce type de mutation, et pour se préparer à ce type de mutation, il faut qu'il y ait une formation initiale qui permette aux individus de s'approprier ces nouvelles technologies et ces nouvelles approches, ces nouveaux métiers, hein, au sens fort, hein, non pas des emplois mais des métiers. Et deuxièmement, il faut, comme ces technologies sont très évolutives, il faut que cette formation ne soit pas simplement une formation initiale, mais il faut que ce soit une formation continue tout au long de la vie. Ce sont ça les grands défis qu'il va falloir relever dans les années à venir. Il faut se souvenir qu'en 2000, l'Europe avait, au moment du traité de Lisbonne, pris acte de cette évolution de la société. On avait dit on rentre dans une société de la connaissance. Le diagnostic était correct. Et ils avaient dit pour faire face, il faut développer la formation et la recherche. Malheureusement, 17 ans après, on se rend compte que ça n'a pas été fait. J'espère que dans les années à venir, l'Europe prendra enfin conscience de ces enjeux et sera capable de mettre en place à la fois les outils de formation et les outils de recherche qui permettront de relever tous ces défis.